Bonjour, bonjour les papas, bonjour les mamans, bonjour les enseignants et tous les gens qui travaillent dans les écoles et les parents. Bonjour aux parents et aux enfants, pourquoi pas, les enfants peuvent venir m'écouter aussi. Ce serait dommage qu'ils s'en privent. Alors, cet après-midi, je vais vous parler de ma relation à l'éducation nationale. Étant donné que je suis la conseillère de François Hollande, il se trouve que, comme j'ai été femme au foyer pendant 25 ans, alors c'est pas le fait que j'ai été femme au foyer qui en est la cause, c'est le fait que, ayant été femme au foyer, j'ai notamment été bénévole dans l'école de mon petit village que j'habitais à l'époque, qui s'appelle Ménilpanville, en Haute-Normandie. Et comme j'ai eu 3 filles, mes 3 filles ont été scolarisées dans cette petite école de campagne. Donc il y avait 2 enseignants, dont un enseignant qui devait avoir CP, CE1, CE2, et puis CM1, CM2, enfin à peu près ça quoi. Et donc évidemment sur la totalité de la scolarité des 3 filles, il y a eu quelques changements d'instituteurs, donc c'était intéressant. Mais là où je pense que je suis assez forte, et c'est la raison pour laquelle mes conseils ont été suivis, c'est qu'il se trouve que moi, j'étais un ancien échec scolaire. Bon, ça c'est, voilà, on fera vous y faire, c'est comme ça. Et puis, le fait que je sois un ancien échec scolaire, le fait que j'ai été bénévole au sein de l'école, à l'époque c'était le samedi matin, on faisait des ateliers le samedi matin, j'ai pu, moi, par le rôle que j'avais au sein de l'école, je tenais des ateliers, donc je faisais un atelier, hein, donc évidemment pour être bénévole au sein de l'école, il faut d'une part que le directeur le demande. Alors ce qui est bien en fait, c'est que des parents qui ont envie d'être bénévoles au sein de l'école pour faire une activité, eh bien c'est très simple, vous allez voir le directeur de l'école et vous expliquer ce que vous aimeriez faire. Et vous dites voilà, alors que ce soit dans le cadre de l'éducation sensuelle, on va appeler ça comme ça, hein, pour ne pas fâcher, que ce soit dans le cadre de l'éducation sensuelle des tout-petits, ou que ce soit pour autre chose, si vous avez envie de donner quelques heures par semaine, eh bien, proposez à l'instituteur. Vous avez aussi, pendant que j'y pense, l'association Lire et Faire Lire.org. Alexandre Jardin va être content. Comme quoi j'ai regardé la télé hier soir. Bon, voilà, parce que ça c'est une des parties aussi justement qui est très intéressante. Lire et faire lire. Quand on est un échec scolaire comme moi, le simple fait de prendre un livre d'enfant et d'avoir 4 ou 5 gamins autour de vous qui vous écoutent comme ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Bon, voilà. Et ça a l'air anodin comme ça, mais c'est extrêmement important parce que moi, dans la façon, le fait d'avoir été bénévole pendant plusieurs années, d'une certaine façon, je me suis soignée, moi, de mon complexe d'infériorité par rapport au corps enseignant. Alors, vous me direz, oui, mais enfin, c'est pas raisonnable, l'intérêt, c'est que ça apporte quelque chose aux enfants. Et bien, ça apporte quelque chose aux enfants, justement, c'est bien là que c'est important. Parce que, bon, moi, mes filles, j'avais réussi, parce que j'ai toujours eu une image des enseignants extrêmement valorisante de la part de ma maman, qui avait une relation très forte avec son institutrice. Et donc et moi quand j'étais enfant, c'est vrai que j'avais des carences affectives et donc j'ai toujours eu des relations très fortes avec tous les enseignants depuis que je suis rentrée en CP petite quoi. Donc c'est pour ça que je supporte pas qu'on dise du mal des profs. C'est comme ça, bon. Et ma fille aînée, Clémentine, est prof d'anglais et agrégée du côté d'Évreux. Et donc je suis mieux placée que par plein de côtés, en fait, comme j'ai une relation très forte avec le corps enseignant, que je suis un ancien échec scolaire, que je suis l'inspiratrice de Pénac et de plein de gens qui sont des anciens échecs scolaires, Michel Drucker, etc. Donc du coup, voilà, on y croit. Et donc, à partir du moment où moi je dis on y croit, eh bien Vincent Payon, il me suit. Voilà, ça c'est la première chose. Oui, je me la pète un peu. Ce que je veux vous dire en fait, c'est que ce que les gens ignorent, c'est que quand
quand un enseignant, par définition, un enseignant, c'est quelqu'un qui a relativement réussi ses études, hein, d'accord? Donc qui est allé au collège, qui a passé son bac, qui a eu son bac, qui a fait des études et qui est devenu instituteur. Le problème, c'est que un instituteur peut être absolument extraordinaire et merveilleux. S'il n'a pas été lui-même un échec scolaire, il a une perception de la notion d'échec scolaire qui n'est pas entièrement complète. Et donc la psychologie de l'échec scolaire, par définition, quelqu'un qui l'a été est mieux à même d'en juger. Alors j'ai eu un exemple extrêmement intéressant que je vous raconte parce que justement c'est interpellant. C'était un instituteur qui était un peu plus jeune que moi, que je connais pour d'autres raisons. Et il se trouve qu'il était issu d'une famille extrêmement nombreuse. Enfin, je sais pas, peut-être plus d'une dizaine d'enfants, je crois. Et bref, bon, c'était un peu la cata, les parents n'arrivaient pas à vraiment bien cerner l'éducation des enfants parce que c'était trop, quoi, c'était trop lourd. Bref, échec scolaire, il arrêtait pas de déconner, enfin bref. Donc, il a fini par être mis sur une voie de garage, comme ça arrive assez souvent, et passer un BEP, un CAP, je ne sais quoi. Et puis le problème, c'est que c'était un élève qui avait un potentiel absolument incroyable. Et donc quand il s'est retrouvé sur la voie de garage, en train de faire un métier à cycle court, manuel, etc., il a réalisé qu'en fait, il n'était absolument pas à sa place, quoi. Donc du coup, il s'est dit, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc du coup, il s'est mis à bosser comme un malade, et ça a fait un électrochoc. Du coup, il a réintégré le circuit classique, passé son bac, etc., etc. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que cet instituteur-là, justement, ensuite est devenu instituteur. Ce qui a donné un excellent instituteur. Un instituteur de deux de mes filles, de la deuxième et de la troisième de mes filles. Mais j'ai déjà raconté tout ça. Voilà. Et j'ai d'autre part ma meilleure amie, qui est comme ma petite sœur, qui est institutrice aussi, et qui est une des rares institutrices que je connaisse qui soit parfaitement... qui connaît parfaitement la psychologie de l'échec scolaire, parce que non pas elle, mais sa petite sœur était un échec scolaire, donc elle sait ce que c'est. En plus, elle a énormément de notions de psychologie, donc c'est parfait. Bon, ça c'est pour expliquer pourquoi je suis devenue conseillère au sein de l'éducation nationale. Donc je suis en fait à l'origine de la semaine des 4 jours, etc. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a eu le problème, j'ai développé tout ça sur mon blog, sur mon forum, etc. Au fur et à mesure qu'il y a eu les manifestations, les gens qui étaient contre, etc. C'est moi qui allais au front, c'est normal. À partir du moment où c'est moi qui suis à l'origine du truc, c'est normal que ce soit moi qui fasse les explications après. Alors pour en revenir à l'intervention des parents au sein de l'école. Évidemment, ce qui est nécessaire, c'est qu'il y a un bon feeling avec l'instituteur. Ça me paraît la moindre des choses. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que le fait que des parents, ou pas nécessairement des parents, d'ailleurs ça peut être n'importe qui d'autre dans un village, hein, aient envie de faire du bénévolat au sein d'une école, sans avoir de diplôme. Hein. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme. Il suffit simplement d'être de bonne volonté. Voilà. Expliquez à l'instituteur ce que vous avez envie de faire, même si ça n'est qu'une heure par semaine. Si l'instituteur est suffisamment ouvert d'esprit, ça va sans dire, parce que c'est lui qui décide de ce qui se passe dans son école, et ça me paraît tout à fait normal. Donc ça c'est important aussi, parce qu'il ne faut pas non plus que les parents soient interventionnistes à l'intérieur de l'école, comme ça peut arriver aussi. Donc il est normal que ce soit le directeur d'école qui décide, en concertation avec les instituteurs, de préférence, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Mais je vais vous raconter autre chose. Moi je connais quelqu'un de très très proche de moi, qui a été un échec scolaire pendant toute sa scolarité, donc qui avait énormément de problèmes psychologiques quand elle était enfant, donc voilà le pourquoi. Et quand elle s'est retrouvée avec son petit garçon qui était en CP, et qu'il fallait lui faire les devoirs, un jour elle m'en parle, et elle a éclaté en sanglots, elle était complètement... Et en fait elle reprenait en plein visage toutes les humiliations qu'elle avait subies quand elle était, échec scolaire, et que ça se passait extrêmement mal. Parce qu'un enfant qui est en échec scolaire, c'est un enfant qui est en souffrance.
D'accord? Et le problème, c'est que le complexe d'infériorité intellectuelle qui s'ensuit, de façon inconsciente, 8 ou 9 fois sur 10, on le refile aux enfants. Voilà. Voilà pourquoi il est important, quand c'est possible, que les parents puissent donner un peu de temps au sein de l'école, parce que justement, en soignant eux leur complexe d'infériorité, eh bien, ils soignent, ils déculpabilisent leur enfant aussi de ce complexe d'infériorité. Voilà. Et donc, un enfant, par exemple, quand un enfant est en échec scolaire, si jamais la maman, même si la maman ne sait ni lire ni écrire et qu'elle vient de je ne sais quel pays, que ce soit une immigrée, peu importe, ça n'a aucune importance. Si elle le fait avec plaisir, du coup, le gamin a une perception de sa maman qui est complètement différente et il est super fier de voir que sa maman travaille en collaboration, même si elle n'est pas rémunérée, ça n'a aucune importance, parce qu'il s'agit de reconnaissance intellectuelle, là, dont il est question. Le fait de voir que sa maman intervient au sein de l'école et s'occupe des autres enfants, le gamin, il est super fier. Il est super fier. Et ça modifie de façon considérable la façon dont lui est perçu par les autres enfants, la façon dont il est perçu par l'instituteur, la façon dont la maman qui est en échec scolaire ou le papa qui est en échec scolaire sont perçus par les autres parents aussi. C'est pour ça que c'est extrêmement important, quand ça peut se faire, bien évidemment, que ça se fasse. Bon, ensuite, on va en revenir à l'éducation sensuelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tiens, justement, je vais vous parler d'un petit disque qu'on m'a offert qui s'appelle un petit disque de Valérie Michler, que je vous recommande. Valérie Michler, je ne sais pas si on voit bien là. Non, comme ça, voilà, Valérie Michler. Alors, je tiens à préciser que je viens de découvrir ce disque-là il y a quelques jours. C'est juste de l'excellente chanson française. Et la particularité, évidemment, c'est inspiré par moi, mais bon, ça, on n'est pas un prêt, franchement. Et le gros avantage de ce disque, c'est que la matière première, c'est précisément plein de choses que moi j'ai vécues en tant que femme au foyer, ou que j'ai entendu et que j'ai récolté et envoyé à Thomas Fersen au sujet de la chanson française, et qui donc ont servi de matière première à faire ces chansons. Donc ça traite de l'adultère, ça traite de la femme au foyer qui est à la maison, qui s'occupe de ses enfants et qui donne toute son énergie, parce qu'évidemment c'est c'est son centre d'intérêt principal, puisqu'elle est à la maison. Je sais de quoi je parle, je l'ai été 25 ans, et qui d'un seul coup tout s'écroule parce qu'elle se rend compte que le mec a une nana, ou voilà, et qui va se barrer, et qu'elle se retrouve comme un con toute seule avec ses enfants. Ça n'est pas mon histoire à moi, ce cas-là en particulier, je précise, mais il se trouve que c'est comme ça. Parce que là, le gros problème qui est en train de se passer, c'est que ce qui est en train de se passer avec les espèces de ragots qu'il y a eu là par rapport à l'éducation sensuelle, puisqu'on va l'appeler comme ça va moins heurter, j'espère. Ce problème de ragot, c'est que derrière, il y a vraiment comment dire, des valeurs qui sont, à mon avis, vraiment dangereuses pour les femmes. Quand je dis dangereuse, je pèse mes mots. Oui, c'est de femmes au foyer dont je parle. Et, pour mémoire, je connais très bien. J'ai été, moi, femme au foyer pendant 30 ans. J'étais mariée à un homme extrêmement respectueux de ma personne et extrêmement respectueux de la notion de femme au foyer. Je tiens à le préciser. C'était absolument pas un macho ou quoi que ce soit. Le fait est que, bon, je n'ai pas à détailler les raisons pour lesquelles j'ai pété les plombs à 40 ans, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avant, bien évidemment qu'on se rend compte, qui est entré en ligne de compte. Et puis chaque chemin thérapeutique est différent d'un individu à l'autre. Mais, écoutez bien ce que je vais vous dire, et ancrez-vous ça bien dans le fond de vos cerveaux, messieurs les islamistes, messieurs les imams, et tout ce que vous voudrez bien, qui aiment bien regarder dans le rétroviseur et avoir les yeux rivés uniquement dans le rétroviseur. Quand j'ai pété les plombs à 40 ans, on appelle ça la crise du milieu de la vie, eh bien, sur 4 femmes au foyer, dont moi, qui avons pété les plombs,
et qui traversions une crise de couple extrêmement grave. Les 3 autres femmes au foyer en question se sont toutes les 3 suicidées. D'accord? Elles se sont suicidées. Alors, je ne cherche pas à faire de l'alarmisme en disant ça. Je tiens à le préciser. Je crois, je n'ai absolument aucune agressivité par rapport aux femmes qui choisissent d'être femmes au foyer. Je tiens à le préciser. Je veux juste poser le doigt sur une chose qu'il ne faut jamais omettre. C'est que de consacrer la totalité de son énergie strictement et uniquement à élever ses enfants, donc dans le noyau fermé de sa maison, c'est un piège pour les femmes. Il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre ça. C'est vraiment un piège. Parce que, je tiens à préciser que moi j'ai une amie d'ailleurs qui est psychologue, c'est son mari. Elle est psychologue scolaire et son mari est homme au foyer. Donc le mec il scoltine la vaisselle, le repassage, il assure un max quoi. Ils ont 4 ou 5 enfants, je sais plus. 4 enfants je crois. Je sais plus, enfin bref. Le mec il assure. Hein. Moi je trouve ça extraordinaire. Chapeau, franchement. Hein. Mais ce que je veux dire c'est que quand ça nous tombe sur le coin de la gueule, à nous les femmes, la crise du milieu de la vie, eh bien le problème c'est que moi évidemment j'ai fait le nécessaire auprès du gouvernement, vous pensez bien, pour que ce problème soit vraiment pris en compte de telle sorte que quand des femmes se retrouvent dans ma situation, elles puissent être tirées d'affaire sans en arriver à de pareilles extrémités. Mais il n'empêche que les faits sont là. Hein. Une femme de 40 ans qui pète les plombs, qui veut se séparer de son mari, ne serait-ce que 15 jours, 3 semaines, pour y voir plus clair. Vous voyez, histoire de dire, j'ai envie de respirer. J'ai envie de respirer. Vous savez quelle est l'alternative qu'on leur propose? Parce que c'est comme ça. Enfin, peut-être qu'il y a maintenant il y a autre chose de proposer, mais à ma connaissance pas encore, parce que c'est moi qui dois me coltiner le travail. Hein. Donc je sais de quoi je parle. C'est un projet que je vais appeler, qui s'appelle les maisons transgénérationnelles. C'est expliqué sur mon forum, tout ça. Eh bien, la seule alternative qu'on a à lui proposer, eh bien, c'est l'hôpital psychiatrique. Voilà. C'est-à-dire que dans le pavillon où j'étais, qui s'appelait le pavillon Antonin Artaud, à l'hôpital de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne-du-Rouvray, sur les différentes fois où j'ai été hospitalisée là-bas, où j'ai été internée, il y avait toujours, sur la totalité des gens, il y avait 4 ou 5 femmes au foyer qui étaient simplement en état de dépression, qui étaient en état de crise, et elles étaient en état de vulnérabilité extrême pour la simple raison qu'elles n'avaient pas de travail. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas de travail, elle est dans la merde jusqu'au cou. Et elle est dans la merde beaucoup plus qu'un homme, justement. Beaucoup plus qu'un homme. Et ça, je suis désolée, mais messieurs les imams et tout ce que vous voulez bien, que ce soit les cathos, que ce soit qui vous voulez, il va falloir bien vous l'ancrer dans le cerveau, ça. D'accord? Parce que le fait d'être catholique ou d'être musulman n'a jamais été une garantie de stabilité dans un couple, que je sache. Jamais. Et ça, il faut vraiment faire avec. Alors, moi, ce projet de maison transgénérationnelle, j'y tiens absolument parce que justement, ça va être des structures où il va y avoir du personnel, mais surtout ce sera une structure, bon évidemment à partir du moment où la femme est en crise au point de vouloir mettre fin à ses jours, il est absolument hors de question de prêcher contre l'hôpital psychiatrique, hein. C'est la sécurité physique d'abord, hein, bien évidemment. Quand on est en état de dépression, on peut être dans un état de dépression extrême et ne pas être tenté de mettre fin à ses jours. Moi c'était mon cas personnellement. Hein. Bon, n'empêche que la situation de crise, si la structure n'existe pas, eh bien c'est l'HP, et on n'a rien d'autre à proposer. Moi à l'époque, mon psy m'a dit, je voudrais que vous rentriez à l'HP parce que on n'a rien d'autre. Voilà. Or, je ne souhaitais pas mettre fin à mes jours. Jamais de ma vie, ça ne m'est jamais arrivé. Donc voilà. Alors, ce que je veux signifier là, c'est que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour la condition féminine. D'accord? Alors, je pense que là, c'est un message que je donne vraiment pour les femmes qui choisissent d'être femmes au foyer.
Je pense qu'il existe certaines précautions à prendre, vraiment, pour que la crise du milieu de la vie, si elle doit se produire, ait beaucoup moins de chances de se produire d'une part, et si elle se produit, qu'elle se produise de façon beaucoup moins grave. Alors, c'est une idée, je vais refaire une vidéo sur le sujet, parce que je pense que ça pourra aider beaucoup de monde. Voilà. Enfin voilà, j'espère que ça va faire réfléchir certaines personnes. Moi, je ne supporte pas le fait que des femmes qui consacrent la totalité de leur énergie à élever leur niché se retrouvent, parce que monsieur a décidé d'aller voir ailleurs, ou voilà, se retrouvent d'un seul coup dans la merde jusqu'au cou, comme moi je l'étais. Voilà. Voilà pourquoi je suis très en colère à cause de cette histoire-là. C'est parce que c'est lié, justement. Comprenez? Si jamais vous interdisez, vous interdisez aux petites filles, parce que c'est ça en fait qu'il y a derrière. Si vous interdisez aux petites filles d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à l'école, d'avoir accès aux études, c'est autant de portes que vous leur fermez pour être autonomes. Une fille, une adolescente, une jeune femme qui a un potentiel intellectuel, elle doit absolument avoir une école qui soit à la hauteur pour la préparer à ça. D'accord? Voilà.